à Monsieur le ministre Bokoko pour exprimer également mes remerciements au président de l'Institut Amadeus, Monsieur Brahim Fassi, mon frère, pour la qualité de l'organisation et l'accueil chaleureux qu'il a bien voulu réserver à nous tous depuis notre arrivée à Rabat, au Maroc, chez nous. Alors, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager avec vous. Le grand thème, la grande thématique, c'est comment libérer le potentiel de l'Afrique pour un avenir durable. Pendant ces 2 journées de dialogue, de réflexion, que je qualifierais d'audacieuse, d'ambitieuse, et comme a dit ma sœur, Madame Touré, osée, nous avons essayé d'échanger sur les contextes spécifiques de nos pays et surtout d'identifier nos défis qui sont communs. Ces échanges nous ont permis aussi de constater que de nombreuses initiatives avaient déjà été et sont en train d'être entreprises sur le continent pour justement transformer nos atouts en véritables moteurs concrets de croissance inclusive, durable et résiliente. Qu'il s'agisse du domaine de l'énergie, dont le potentiel hydroélectrique est estimé à 474 000 gigawatts, dont seulement 38 sont utilisés, que ce soit des infrastructures qui sont à la base du progrès futur ou en train de devenir l'Afrique pour des besoins d'investissement et qui sont estimés aujourd'hui par la Banque mondiale à 130 et 170 milliards de dollars américains, qu'il s'agisse de l'agriculture, 2456 millions de terres arables, de l'innovation numérique, ou même encore de l'expansion de l'intelligence artificielle, du sport, dont on a parlé, de l'industrie du sport, qui dispose quand même d'un potentiel de croissance estimé à 8% en Afrique, et surtout sur le développement du capital humain, dont on a discuté et mis en exergue l'importance, puisqu'il représente pratiquement 60-65% de la population d'Afrique. Donc, l'Afrique dispose de nombreux atouts. Nous l'avons partagé, de nombreux attributs qui doivent évidemment relever, et on a parlé d'urgence, en urgence, les défis mondiaux actuels. Donc, il faudrait peut-être regarder maintenant l'Afrique comme un vecteur de transformation qui peut apporter des réponses innovantes et efficaces à ces enjeux de notre millénaire. On a parlé tout à l'heure du capital humain, ce soft power citoyen, cette population jeune, dynamique, innovante, qui est estimée à environ à 1,54 milliard d'habitants, avec un taux de croissance annuel de 2,257%, donc c'est énorme. Et aussi sa position géographique de l'Afrique, qui se situe au carrefour, au milieu, au centre des 3 continents. Tout ça pour assurer un essor dans le commerce mondial, le commerce africain, le commerce mondial, et apporter des retombées au bénéfice de nos populations, au bénéfice de nos communautés, et de façon équitable, commune et partagée. On a parlé de la montée du protectionnisme, on a parlé du commerce international, de la crise climatique, de la transition énergétique. On a parlé aussi du marché africain en pleine expansion. Et ça, c'est un atout important. Parce que nous offrons un marché en perpétuelle constance, accélération, mais également des ressources naturelles qui sont importantes et renouvelables. Et pourtant, ce qui a été quand même mis en exergue, c'est ce potentiel d'innovation inexploitée. Dans ce contexte géostratégique et géoéconomique actuel, la coopération régionale, évidemment, apparaît comme un levier incontournable, comme une réponse
à travers une interconnexion africaine efficace. Elle permet donc à nos pays non seulement de pouvoir mutualiser nos expériences, nos expertises, nos ressources, mais surtout de rompre avec toutes ces disparités dont nous avons pu discuter durant ces 2 jours. Donc de ce fait, cette intégration régionale ne pourra que contribuer à améliorer une espèce de coordination continentale permettant ainsi à l'Afrique de parler d'une seule voix sur la scène internationale, malgré que l'Afrique, on l'a dit, n'est pas un bloc, elle est diversifiée, elle pourrait être, je crois que ce matin, Madame nous a parlé de la segmenter pour mieux l'organiser. Il y a aussi, à titre d'exemple, la zone de libre-échange continentale africaine qui représente quand même une avancée majeure et significative, mais qui a besoin quand même d'être harmonisée parce que, de nouveau, Madame l'a dit, nous l'avons dit, l'Afrique n'est pas un bloc et il faut en tenir compte. Mais quand même, quelques chiffres, parce que les chiffres sont très parleurs. La zone de libre-échange constitue quand même un marché de plus de 1,3 milliard de consommateurs. Donc, est un potentiel énorme pour transformer cette dynamique économique dont on a parlé depuis 2 jours et stimuler le commerce, et ce matin, Madame l'a dit, ce commerce intra-africain qui est une réponse, pour ne pas dire la réponse, au développement constant de l'Afrique. En parallèle de cette dynamique d'intégration continentale, l'Afrique doit également, je pense, intensifier cette coopération sud-sud. Elle est importante. On a parlé longtemps, on était tourné longtemps vers le nord. Coopération nord-sud. Avec souvent des déséquilibres. Parce que le nord avait peut-être encore toujours jusqu'aujourd'hui l'ambition de regarder ses besoins immédiats, stratégiques, sans tenir compte de nos besoins qui sont différents et de nos attentes et de nos urgences. Parce que le mot urgence est très important, Monsieur Mbouyi en a parlé longtemps. L'Afrique, comme j'ai dit, doit intensifier cette coopération dessus avec d'autres régions émergentes. Nous avons d'autres partenaires avec lesquels nous avons de très bons partenariats qu'on appelle win-win, gagnant-gagnant. Je pense à la Chine, je pense au Brésil, je pense en général au BRICS. Pour montrer aussi, et peut-être faire un contrepoids entre les nouvelles alliances qui sont en train de se construire et qui répondent plus à travers des partenariats qui sont basés sur des investissements croisés et qui sont surtout mutuellement avantageux. Je pense que hier, Madame Touré a parlé de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat local des jeunes, qui est aussi très important parce que l'entrepreneuriat des jeunes, les jeunes, on l'a dit, constituent 60 à 65% de la population de l'Afrique. Si on facilite l'accès à ces jeunes, à l'entrepreneuriat, surtout aux divers financements, eh bien, on réduit la dépendance du marché africain aux importations. Et on permet aux exportations africaines de prendre plus d'importance pour répondre à cette croissance toujours en accélération. Donc ici, de nouveau, permettez-moi de parler toujours de coopération. Je suis quand même ministre délégué de la coopération internationale en RDC. La coopération internationale qui joue de nouveau un rôle crucial dans justement le développement d'un entrepreneuriat chez les jeunes, car on va permettre de mettre en place, que ce soit des programmes de formation ou des mises en œuvre de projets, mais qui vont être ciblés et structurants. Des partages d'expériences, on en a parlé hier. C'est important également. C'est peut-être le pôle diplomatique de la jeunesse de la diaspora qui a un autre narratif. Le narratif d'un partenariat différent, vu autrement. Donc, favoriser l'émergence de ces jeunes entrepreneurs dynamiques et innovants, c'est également aussi une piste pour accroître
si vous voulez, cette croissance économique. D'ailleurs, je me retourne vers M. Fassi pour dire que ce type de coopération reflète le modèle marocain. Il le reflète en matière de développement humain d'abord, mais aussi sur l'ancrage territorial et également la participation locale et l'innovation. C'est l'ambition qu'a le Maroc et qu'a l'Afrique de développer ce qu'on appelle l'employabilité des jeunes. Ce qu'on appelle également le nouveau moteur, si on peut dire ça comme ça, de développement socio-culturel. Parce qu'il y a également dans ce modèle la création d'emplois. Pour m'adresser à nos partenaires du Nord, tout à l'heure quelqu'un dit, on n'abandonne pas nos partenariats avec le Nord, mais on voudrait qu'ils évoluent. Ils évoluent vers des relations beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus stratégiques, avec comme fondement le co-développement industriel. Et le co-développement industriel et technologique qui va nous permettre de transformer, nous, en Afrique, nos économies et installer des chaînes de valeur locales, ce qui est très important. Et toujours, tout à l'heure, Madame Touré, encore, pour la citer, parlait du bien-être. Et c'est vrai, le bien-être de nos communautés, de nos populations, doit être au cœur de nos préoccupations. Et en permettant ce co-développement industriel, cette création de valeur locale, ça va permettre à nos communautés de pouvoir améliorer leur bien-être et leur vie au quotidien. Donc, dans ce contexte, la détermination d'objectifs communs demeure un défi. Mais un défi pour une Afrique non uniforme. On a parlé également du sport, donc la diplomatie, qu'elle soit économique, mais il y a aussi la diplomatie sportive, peut également être un levier d'attrait des investissements internationaux, et nous l'avons vu pendant ces 2 jours, pour justement contribuer à cette croissance économique à long terme. Donc, la coopération internationale est appelée à jouer un rôle essentiel, que ce soit dans la promotion des investissements, que ce soit dans le rapprochement des peuples, que ce soit à travers des échanges bilatéraux ou multilatéraux entre les États en Afrique. Mesdames, Messieurs, ce que je voudrais retenir de cette feuille de Rabat, c'est qu'elle doit être un instrument précieux. Elle doit être une feuille de route avec des projets ambitieux. Mais ces projets ambitieux doivent être réfléchis ensemble pour une Afrique forte. Beaucoup de choses à dire, mais je vais écourter mon propos parce qu'il y a d'autres personnes qui vont parler après moi. Je voudrais peut-être citer une phrase, j'aime bien les citations, de Mère Teresa, qui disait que, je cite, « Je peux faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez faire des choses que je ne peux pas faire. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. » Et c'est un petit peu ce message qui, pour moi, cadre parfaitement avec l'esprit de la feuille de route de Rabat, qui trace non seulement une stratégie commune et affirmée d'une Afrique économiquement souveraine, mais d'une Afrique aussi qui va être poussée, d'autre part, à innover, à coopérer et surtout à accélérer, comme a dit M. Bouy, dans l'urgence, parce que nous n'avons plus le temps, sa transformation, mais une transformation sous le prisme d'un développement durable et sous le prisme d'une souveraineté continentale. Alors, avant de conclure, je voudrais peut-être formuler une proposition concrète, Monsieur le Président. Et cette proposition concrète, c'est celle de créer, d'organiser une mise en place d'un comité directeur qui serait chargé du suivi de l'exécution de la feuille de Rabat et qui aurait comme mission, j'en vois 3 principales, mais elles peuvent être évidemment élargies. C'est d'abord d'élaborer ce qu'on appelle un référentiel d'évaluation clair,
Également de pouvoir collecter, grâce au suivi, des données économiques, géopolitiques, écologiques, numériques, enfin, toutes sortes de données qui vont porter l'intérêt de l'Afrique. Et également peut-être de produire un reporting transparent sur les progrès qui vont être réalisés et peut-être certainement sur les ajustements nécessaires. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à partager avec vous ce matin, en vous donnant rendez-vous, bien sûr, pour une prochaine étape, je pense que c'est Tanger. Tanger qui sera, à mon sens, l'étape, parmi d'autres, qui vont, et pourquoi pas, transporter Amadeus la prochaine fois en RDC, pour construire, avec solidarité et détermination, cette coopération intra-africaine renforcée et inclusive que nous voulons tous. Merci.